faire deux extraits de la Genèse et je vais débuter par les origines du monde de l'art et de l'humanité artistique avec au commencement Marcel Duchamp. Au commencement, Marcel Duchamp créa la rétine et l'intellect. Or, la rétine était un magma croûteux et infantile, et il y avait des ténèbres au-dessus de la toile, et l'esprit malarméen planait au-dessus des eaux. Duchamp dit « du cygne », et le cygne fut. Duchamp vit que le cygne était bon, et Duchamp sépara le cygne des ténèbres. Duchamp appela le cygne « jour d'ouverture », et les ténèbres, il les appela « nuit de fermeture ». Il y eut un soir, il y eut un matin, premier signe et premier jour d'exposition. Duchamp dit qu'il y ait un socle entre les eaux et que ce socle sépare les eaux pures des eaux croupies. Duchamp fit le socle et il sépara les eaux qui sont au-dessous du socle, le public, des eaux qui sont au-dessus du socle, les artistes. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour d'exposition. Duchamp dit que les eaux de dessous le socle s'amassent en un seul lieu et qu'apparaissent ce qui est sec et pauvre. Il en fut ainsi. Ce qui était sec, Duchamp l'appela galerie d'art, musée, espace d'exposition, et l'amas des eaux, il l'appela pissotière ou urinoir. Duchamp dit que la pissotière produise des déchets, des rebuts, des ordures, des commentaires, des critiques, des injures, des slogans, des mots d'ordre, et il en fut ainsi. La pissotière fit sortir des immondices, des produits avariés et contaminés, des polémiques, des conflits de sens et d'interprétation, des fausses sémantiques sceptiques. Duchamp vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour d'exposition. Duchamp dit qu'il y ait des spots au firmament du socle pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signaux dans le firmament du socle pour séparer les expositions, et qu'ils servent de spots dans le firmament du socle pour éclairer la pissotière. Il en fut ainsi. Duchamp fit les spots, un ici, un là, et des plus petits partout, des starlettes. Duchamp les plaça au firmament du socle pour éclairer l'urinoir. Duchamp vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour d'exposition. Duchamp dit que les eaux croupissantes pullulent d'un pullulement d'œuvres d'art et que le biblique s'agite autour du socle, joue aux gens agités avec des tics pour faire des affects critiques sur le visage. Duchamp créa les grands raouts noctambules, et tous les êtres qui se meuvent et dont les eaux croupissantes pullulent selon leur espèce, critiques, étudiants, amateurs, snobinards, connaisseurs, collectionneurs. Duchamp les bénit en disant « Fructifiez et multipliez-vous, surtout les snobs et les collectionneurs, remplissez les salles et que les publics se multiplient autour du socle. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour d'exposition. Duchamp dit que l'urinoir fasse sortir des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, reptiles, bêtes sauvages, cobras, situationnistes, dadaïstes, lettristes, touristes sexuels. Il en fut ainsi. Duchamp fit les bêtes sauvages selon leur espèce et tous les touristes sexuels selon leur goût. Duchamp vit que cela était bon. Duchamp dit « Faisons l'artiste à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les masses salariées, les ratés du système, les patrons ringardisés, les sans-pubs trop gros ou pas assez qui rampent autour du socle. » Il en fut ainsi. Duchamp créa l'artiste à son image. À l'image de Duchamp, il le créa. Mâle et femelle, il créa les artistes. Duchamp les bénit et Duchamp leur dit « Fructifiez et multipliez-vous, remplissez les expositions et les salles de concert, de lecture, de torture, d'opération et soumettez-les. Dominez sur les masses salariées, sur les clochards, sur les patrons véreux ringardisés, sur les sportifs et sur tout être vivant qui rampe sur la terre. Faites-les rêver. » Duchamp dit « Voici que je vous donne toute l'herbe et toutes les feuilles, cannabis, coca, pavot, portant semence à la surface de toute la terre, et toute plante qui a en elle pollen de plante portant semence. Cela vous servira de nourriture. »
Et à toute bête sauvage, à tout situationniste cubiste, à tout clochard, client ou putain, à tout ce qui rampe sous le socle et qui a en lui âme vivante, je donne en nourriture toute plante, pavot, coca, cannabis. Duchamp vit tout ce qu'il avait fait et vit que cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour d'exposition. Ainsi furent achevés la rétine, l'intellect, le socle, la pissotière, le public et les artistes. Duchamp acheva le 7e jour le travail qu'il avait fait, et il chôma après tout le travail qu'il avait fait en exposant. Telle fut la genèse de la rétine, de l'intellect, du socle, du public, des artistes et de la pissotière quand ils furent exposés. On continue dans la Genèse avec une fin du monde, après la création du monde, une fin du monde, un déluge, dripping et compagnie. Charles Darwin avait 12 ans quand Dieu Duchamp fit un acte rétinien et posa pour la première fois les yeux sur lui et constata combien il était jeune et beau et combien cette beauté était le fruit d'une succession génétique miraculeuse aboutissant à ce corps-là, un corps radieux, gracile, un corps parfait surmonté d'un intellect pur, car Charles Darwin était l'aboutissement même de la figure du juste. Il ne commettait pas avec Duchamp un acte rétinien. Il ne se contentait pas d'entrer dans les salles sacrées du culte et de regarder et d'acquiescer ou de désapprouver par les yeux, parfois aidé d'un haussement d'épaule. Il réfléchissait, il intellectualisait, il constituait des généalogies, il dressait des listes, il comparait, il refusait l'objet tout fait offert à la croyance, il les déplaçait non pas seulement dans l'espace, mais dans l'espèce, non pas seulement d'un lieu à l'autre, mais du présent vers le passé. Il en donnait le sens truqué dès l'origine des espèces de choses, et il doutait intelligemment du culte, et Duchamp voyait en lui une créature enfin parvenue à la hauteur de son créateur, la seule à saisir le mouvement initial de la création de Duchamp, et non pas le résultat figé en culte, la seule à remettre à nouveau sur le tapis la question du début de toute chose. Et le soir même, le soir du jour où Dieu Duchamp, pour la première fois, posa ses yeux sur Darwin, qui avait 12 ans, il ressentit une immense chaleur en lui, depuis les entrailles jusqu'au front, où lui-même avait situé le tabernacle du culte. Et quelque chose d'intense lui tortilla la colonne vertébrale et le laissa hagard, épuisé, abandonné, comme une jeune fille aperçue depuis un trou de porte rustique, allongée sur un tapis de branches qui sont celles des sacrifices par le feu. L'agneau offert à Dieu, le feu aux fesses. Elle a chaud au cul, les jambes écartées, les bras déployés. Et il comprit que rien n'est rose dans la vie si l'on n'assume pas le désir d'un créateur pour sa créature. Et ce soir-là, il se vêtit lentement, avec un amour infini, en une subtile femme entre deux âges, toute mignonne et sensible, et cela se voyait par ses deux mains délicatement posées sur le col fourré d'un manteau d'hiver pour soirée chic, les auriculaires savamment écartés des autres doigts, comme levés en l'air vers son propre ciel à lui, et désignant ainsi la vie en rose. Chaque jour, désormais, Duchamp prit l'habitude d'attendre Darwin à la sortie du collège vêtu en femme, et sous cette identité, il fit la découverte de la rudesse de l'humanité artistique entre elles, la découverte de l'intolérance crasse. D'un côté, les autres femmes qui l'observaient, soit avec une sororité déplacée et possessive, soit au contraire avec jalousie ou dédain, moquaient son maquillage ou bien la délicatesse trop appuyée de ses gestes, et notamment de ses doigts si fins, et aussi cette espèce de regard myope. Et de l'autre, les hommes, qui soit la désiraient avec trop de violence et sans respect, soit la prenaient pour une artiste potiche-potache, soit se cachaient dans une timidité ridicule, soit l'insultaient ouvertement de travelot, soit la dévisageaient en se posant la question ontologique du vieux prophète Hamlet avec une légère variation stupide et universitaire. En est-il ou n'en est-il pas? Toute cette engeance vulgaire, toute cette masse suintante de mauvais goût, tous ces apôtres de la gerçure picturale et de la morve textuelle, et spécialement ceux de l'injure gratuite subtilement glissés dans des détournements douteux, tous ces fonctionnaires de la pulsion, toutes et tous ces zoomètres du minimal, toutes ces têtes au carré truc sur fond bidule, tous ces sectaires vintage, tous ces gens méritaient de comment dire,
méritaient d'être heureux. La chasse au bonheur, Stendhal et Rintintin, le miroir on the road, ils étaient quelques-uns autrefois à avoir joué au kleps libertaire sur des routes goudronnées balisées de panneaux indicateurs et de feux monochromes. Aventuriers dans les clous, ils avaient bien vendu leur came de prophète, et Duchamp n'avait rien dit, il avait laissé faire. Chacun a droit au bonheur comme il veut, et chacun a le droit de faire ce qu'il veut de ce qu'il dit, et de dire ce qu'il veut de ce qu'il fait sans le faire vraiment, tout en voulant le faire un peu quand même. Cela s'appelle la gymnastique, et Duchamp connaissait le Grand Écart, un club célèbre à l'ouest de l'Éden Paris où il appréciait les faciles cocktails du Cocteau. Oui, ils avaient droit au bonheur, et le bonheur, le vrai bonheur, le repos ultime, c'est la mort. La paix éternelle, la mort enfin, sans responsabilité, sans charge, sans stress, sans conflit inutile, sans recherche d'emploi, sans obsession fatigante de faire carrière et de réussir dans le firmament, sans histoire d'amour et d'amitié stérile se terminant dans l'indifférence, la compétition et les reflux gastriques. Une bonne couche de peinture aquatique sur toute la surface du globe scientifico-artistique, une bonne vague géante de bleu et de blanc vinylique toxique de marque Ripolin Dola, et hop, on pourrait repartir de zéro. Car tel était le sermon sur la montagne magique où Thomas Mann avait vaguement tenté de faire un snuff movie de son pauvre fils, et que Duchamp avait arrêté à temps, à l'instant où la caméra allait capter un éventrement terrifiant. Du passé, faisons table rase, telle était la leçon ultime du culte. Oui, camarades, exterminons. Chaque jour, un peu plus, tandis qu'il attendait religieusement la sonnerie de fin de cours du collège, puis du lycée, puis de l'université, où Charles Darwin grandissait et étudiait fougueusement et avec une virilité profondément sensible les choses et les êtres et leurs combinaisons réciproques. Duchamp, confronté à ses sorties d'école difficiles, dans une ambiance de grande violence, échafaudait des plans de lutte finale, aidé par l'angélique et spectral Marx, porteur invisible de nouvelles alarmantes un peu partout et chuchoteur de solutions radicales et finales et pleines de classe, nœuds papillons et casquettes gavroches. Lors donc, Duchamp décida de joindre l'utile, exterminé, à l'agréable, dragué. Et il aborda Charles Darwin, et il se révéla à lui en tant que Duchamp. Et il expliqua son travestissement. Et il entra de plein fouet dans une longue argumentation sur la théorie des genres pour expliquer son état présent de femme précieuse, fragile. Et il exposa longuement la transmédiation entre les rétiniens et l'intellect, entre le discours et l'objet, entre le féminin et le masculin, entre le socle et l'objet posé sur le socle, entre la terre et le ciel, les riches et les pauvres, le beau et le laid. Et il multiplia les exemples, et Charles Darwin était pris comme dans une vague, comme si déjà un déluge commençait, le déluge des discours, et il fut convaincu et endormi, et il se mit à croire dans la subtilité de Duchamp, et il dit oui, qu'il ferait ce que Duchamp lui dirait de faire, sans discuter. Et Duchamp dit qu'il provoquerait une vague géante de peinture vinylique multicolore sur le monde, qui le laisserait gluant et neuf, et qu'il fallait qu'il construise une arche, et comment elle serait faite, sa longueur, sa dimension. Et Duchamp s'attardait longtemps, avec une complaisance étrange, insistait sur la description de l'arche, une arche longue, une arche épaisse, une arche dure, une arche puissante, une arche pleine de sang, capable de prendre les vagues de face, de côté ou en levrette, et d'y entrer au plus profond, encadré de lèvres d'écume blanchâtre, et d'en ressortir intact avant d'y replonger, et ceci indéfiniment, pendant des jours de grand déluge, le grand plaisir de Duchamp. Et Duchamp dit encore à Darwin, « Tu sélectionneras les espèces, tu choisiras parmi elles 7 couples, et tu les feras entrer dans l'arche. » Et Darwin commença sa quête. Il avait parmi ses disciples des bricoleurs sacrilèges capables de construire des rafiots virils, des Pierre Molinier, des Kuntz, des Jean Benoît. Et ils formèrent un genre de famille, et ils récupérèrent tout ce qu'ils pouvaient, et ils firent l'arche, tandis que Darwin sélectionnait méticuleusement les espèces, et ils firent tous leur entrée dans l'arche, et le déluge put commencer. Duchamp surplombait la toile du monde, encadré de ses anges. Il y avait notamment Marx, Oppenheimer et une barbouze inquiétante, Pollock. Ils étaient là, planant au-dessus de la toile du monde, et ils se saisirent de bidons de peinture, et ils percèrent les bidons, et ils se mirent à aller et venir, aller et revenir dans un balai incessant d'ombre obsédée, versant des giclées ici et là, bombardant de traînées gluantes la toile du monde. Et celle-ci fut bientôt entièrement couverte de matière visqueuse,
où seuls surnageaient les squifs virils, longs, épais et durs, où Darwin et les darwinistes et les différents spécimens de chaque espèce de chose avaient pris place. Et cela dura, et Duchamp prenait plaisir à cette régénération de son monde, et de voir combien l'arche de Darwin était résistante, et qu'elle ne lâchait rien, elle résistait, qu'elle maîtrise, aucune fuite de minuscules extraits d'espèces dans le ventre moite du déluge. Il fallait attendre le bon moment, et Darwin était aux commandes, aidé d'un darwiniste nommé Accab, et ils affrontaient les entrailles vinyliques à la recherche d'un bout de terre blanche. Et lorsque le déluge fut à son comble, et que toute la toile sembla gonfler de spasmes, il y eut un brusque affaissement de la couche diluvienne, qui devint comme une nouvelle toile, et Darwin sut que c'était le bon moment. Il fit ouvrir l'arche d'un coup, et une grande giclée d'espèces se répandit dans la nouvelle toile du monde, et ce fut le début d'une immense fécondation. Et c'est ainsi que Darwin et les darwinistes furent les seuls à survivre à la fin du monde, eux qui, paradoxalement, avaient été les seuls à remettre en cause l'explication des débuts de la création. Et c'est encore ainsi que sur cette nouvelle toile du monde, en lâchant les couples qu'il avait si savamment choisis sous le contrôle de Duchamp, Darwin fut à l'origine des espèces. Je vous remercie.